Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Plein Phare. Cette émission qui, en général, focalise son attention sur des problèmes de la société, des problèmes importants de la société, sur lesquels nous projetons nos phares afin de trouver, non seulement de comprendre les manifestations, de trouver les raisons, de trouver aussi, de comprendre les conséquences et surtout d'apporter des propositions, des voies de solutions. Aujourd'hui, Plein Phare arme directement sur un problème de société que nous avons tous l'habitude de vivre ou alors que nous pourrions un jour vivre dans, bien sûr, le dessein de l'éviter. Nous avons donc décidé d'inviter sur notre plateau 3 personnes qui sont directement ou indirectement spécialisées dans le domaine, qui vont nous donner non seulement leur point de vue par rapport aussi à l'actualité, par rapport à leur expérience et bien sûr par rapport à leur domaine. Elles et ils vont se présenter tout à l'heure. Mais en attendant, avant de se présenter, j'aimerais tout d'abord que nous puissions marquer 1 minute de silence pour les jeunes fillettes qui ont été, en tout cas, qui ont été trouvées mortes dernièrement, qui sembleraient, selon certaines analyses, ont été la résultante ou alors les conséquences d'une violence conjugale qui est bien sûr le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais donc qu'on marque 1 minute de silence pour Nora et Romy Carpentier. Voilà. Donc, on va prendre 1 minute de silence. Merci beaucoup pour toutes ceux et celles qui ont marqué cette 1 minute de silence avec nous. J'aimerais donc maintenant donner la parole d'abord pour commencer à nos invités, nos panélistes qui aujourd'hui sont avec nous et qui vont sûrement nous apporter quelques lumières à partir de leur expérience. Je commencerai bien sûr par les femmes qui aujourd'hui, comme le disait Dr Gaston Gou, sont majoritaires vont prendre la parole. Je vais aller d'abord par docteur Nadia Kendil, qui va se présenter. Comme vous le savez, la violence conjugale, ça se présente sous plusieurs domaines, psychologiques, moral, physique et bien plus. Alors, c'est pourquoi, dans le domaine psychologique, nous avons invité docteur Nadia Kendil. Dans le domaine social, nous avons invité, bien sûr, Madame Muriel et Madame Agathe Janda, qui nous intervient depuis la France. Et bien sûr, toujours, nous avons aussi invité Dr Gaston Gou. Je vais donc inviter Madame, ou alors Dr Nadia, je ne sais pas comment elle souhaiterait qu'on l'appelle, de se présenter. Ensuite, on invitera d'autres personnes à se présenter. Voilà. Dr Kendil, à vous la parole. Bonjour à tous et puis merci pour cette invitation, Florent. Alors, comment je pourrais me présenter? Je ne sais pas sur quel angle, mais je vais être brève. Donc, avant tout, je suis une maman de 3 adolescents. Je suis psychologue depuis à peu près 23-24 ans. Je suis coach professionnel, coach d'affaires et formatrice conférencière. Et ma petite fierté actuelle, c'est le regroupement, le RICM, qui est le regroupement des intervenants aux compétences multiculturelles, dont je suis la directrice générale et la fondatrice. Donc, pour faire brève, je vais m'arrêter là. Ben, juste ça pour commencer, quoi. La suite plus tard. On va continuer avec Madame Muriel Jean-Baptiste. Alors, merci de l'invitation, Florent. Merci aussi aux autres panélistes d'être là. Donc, alors Muriel, je suis en fait d'origine haïtienne. Je suis à Québec depuis plus de 15 ans. Puis, de formation, j'ai un bac en sociologie, une maîtrise en ethnologie. J'ai une expérience de plus de 10 ans, en fait, plus dans le domaine d'accompagnement et insertion professionnelle. Et ensuite, j'ai fait un saut au niveau de la violence conjugale, qui est en fait quelque chose qui me tient à cœur.
et surtout travailler auprès des femmes des communautés culturelles. Donc, ça vraiment, en fait, ça me passionne. Je pense qu'on va vraiment tirer de grandes informations à partir de vous parce que vous vivez presque ça tout le temps à travers les femmes des communautés. On va écouter Madame Agathe Janda qui nous parle depuis Paris. Comment ça va à Paris? Oui, merci Laurent, merci pour cette invitation. Il fait très, très beau à Paris, c'est l'été, comme chez vous aussi au Québec, au Canada. Merci pour cette invitation. Merci aussi aux deux femmes qui nous accompagnent sur ce puissant thème, vraiment qui a beaucoup sévi encore pendant cette période de confinement. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Agathe Janda, je suis informaticienne de formation. Et suite à des événements de ma vie, suite à un cancer que j'ai eu, donc je me suis reconvertie vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis entrepreneur, je suis conférencière internationale et puis je suis coach en développement personnel spécialisé dans la confiance en soi et le personal branding. Donc, ce thème, c'est un thème vraiment où j'accompagne vraiment des femmes à guérir de leurs blessures intérieures, de la confiance en soi et je rencontre aussi ce type de cas avec des femmes qui subissent de la violence qui ont subi. Voilà, merci. Ben, merci de cette présentation. On va sûrement aussi tout à l'heure vous écouter à propos de ce sujet. Mais avant, vous n'êtes pas seul, docteur Gaston, on est ensemble. Donc, sentez-vous accompagné par moi. Donc, voilà, je vais vous laisser vous présenter. C'est bien, Florent. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Gaston Gourou, je suis docteur en économie. Au niveau professionnel, j'ai travaillé dans le domaine du développement international. J'ai travaillé pendant près de 10 ans à la Banque mondiale et ensuite pour 3 ans à la Banque africaine de développement. Et depuis 2009, je me suis converti à l'entrepreneuriat privé et donc je dirige un institut de recherche basé à Québec qui fait de la recherche sur les questions de développement dans les pays émergents et dans les pays pauvres. Et donc, à ce sujet-là, on a travaillé sur de nombreuses stratégies de développement qui impliquaient l'apport des femmes dans le développement économique. Et donc, c'est sous cet angle-là que le sujet me tient à cœur parce que c'est un élément qu'on voit énormément dans les programmes de développement économique dans les pays en Afrique et en Asie sur lesquels nous travaillons. Merci. Je pense que c'est ce que je pourrais dire sur moi pour le moment. Et puis, passer la parole à Florent pour voir comment on continue. Oui, absolument, parce que veut pas, le domaine économique est aussi touché dans ce fléau qu'est la violence conjugale, parce qu'il y a aussi la violence parfois financière, juste à savoir qu'on peut contrôler l'autre. En tout cas, ce n'est pas à moi de parler aujourd'hui, c'est vous les panélistes, on le découvrira tout à l'heure. Donc, avant de continuer, j'aimerais remercier très rapidement tous les partenaires de Diaspora Interaction qui à chaque jour nous accompagnent à travers notre mission, à savoir vous valoriser et puis informer et rassembler, bien sûr, au niveau des communautés culturelles. Je vais donc rapidement saluer le président d'honneur, l'avocat international, monsieur Harvey Jean, qui nous écoute sûrement. Et tous les autres que je ne peux pas tous citer, je vais surtout citer Djangui, qui est un grand commerce en ligne, commerce africain en ligne basé à Toronto, mais qui livre partout. Donc, si vous appelez et vous commandez quelque chose chez Djangui, vous allez pouvoir avoir sûrement un rabais si vous dites que vous venez de la part de Diaspora Interaction. Je salue tous les autres, bien sûr, partenaires que je citerai d'ici la fin. Alors, mes chers invités, j'aimerais commencer très rapidement. Je vais mettre le pied dans le plat. Comment, si on se tient un tout petit peu loin, bien sûr, des définitions traditionnelles, comment définirez-vous la violence conjugale? Bien sûr, Madame Docteur Kendall, on vous écoute d'abord. Comment définirez-vous la violence conjugale si on se tient un peu loin, selon vos propres thèmes? En fait, avant tout, j'ai l'impression qu'il faudrait être très prudent. On sait tous que la violence conjugale est un thème très délicat. Et puis, moi, je me dis qu'il faut être très prudent d'abord. Déjà, il y a plusieurs enjeux. Et le premier enjeu, justement, c'est un enjeu de définition. Comment on définit la violence?
où on se trouve, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a vécu, notre bagage éducationnel, notre bagage psychologique, etc. Donc, la prudence se veut surtout dans le domaine culturel. Comme je disais, on se trouve où? Donc, et puis, il y a certaines études qui démontrent que dans des sociétés occidentales, comme la Scandinavie, qui est connue pour plusieurs facteurs très favorables dans plusieurs sphères, la violence conjugale est très élevée, par exemple. Pourquoi? Parce que la définition n'est pas pareille. Ce qui est violence dans un pays peut ne pas l'être dans un autre pays ou dans un autre contexte aussi. Dans le même pays, on peut avoir des contextes. Donc, et puis il y en a qui disent que c'est le contrôle d'une situation quelconque, d'une personne sur une autre personne. Encore là, quel genre de contrôle? Est-ce qu'il s'agit de contrôle psychologique ou de contrôle physique ou de contrôle économique? Donc, il y a tout un écosystème qui est derrière tout ça. Je laisse la parole aux autres, mais après, on va élaborer là-dessus si ça vous va. Oui, bien sûr, ça me va très bien. On va continuer, bien sûr, avec Madame Muriel Jean-Baptiste. D'accord. En fait, comme dit Dr Nadia, c'est que le concept en fait de violence conjugale a toute une charge en fait émotionnelle importante, et puis d'une personne à une autre, on peut l'interpréter de son passé ou bien de son vécu ou de sa culture, mais il n'en reste pas moins que le point commun dans toute cette forme de violence qu'on peut en fait parler, c'est l'aspect de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre, exercer un pouvoir, un contrôle pour en fait maîtriser l'autre, pour soumettre l'autre. Donc, c'est dans l'idée vraiment de prendre le contrôle, en fait, qu'on peut parler à l'intérieur d'une relation intime, d'une relation conjugale, de fait, etc. Donc, il y a intentionnellement ou non, mais vraiment l'idée de prendre ou bien d'exercer, en fait, le contrôle. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui peut être une sorte de filigrane dans toute la façon qu'on peut voir la question de violence conjugale. Donc, il en ressort, selon déjà vos avis, que c'est beaucoup plus de contrôle. Je vais laisser parler Madame Jeanne d'Arc. Oui, merci de me donner la parole. Pour moi, la violence conjugale va directement droit dans les cultures émotionnelles. La mauvaise connaissance de soi, voilà, qui fait en sorte que les personnes réagissent d'une certaine manière, notamment par la colère qui engendre la violence. Donc, c'est ne pas se connaître, ne pas connaître voilà, les blessures, voilà, ou alors ne pas mettre la main sur ce qu'on a vécu, sur notre passé. Voilà, c'est toutes ces choses-là, tout cet ensemble de choses-là qui amènent droit à la violence, pour ma part. Je définirais que, pour moi, la violence, c'est le fait de ne pas se connaître et réagir vraiment d'une façon voilà, dont on ne maîtrise pas. Donc, le contrôle, comme a dit les deux autres dames, il faut vraiment se contrôler. Ben, écoutez, on va rebondir avec ce contrôle au niveau de Dr Gaston. Ok, merci bien. Je pense que les dames ont vraiment bien défini, étant donné qu'elles sont expertes dans le domaine, ont vraiment bien défini la violence. Et comme Nadia le disait, la violence conjugale se définit différemment selon les cultures. Si on regarde par exemple la culture africaine, on parle plus de violence conjugale qui est plus ou moins liée à la violence physique que, en général, un homme fait subir à son épouse. Dans des sociétés plus développées, on parle de violence physique, psychologique, verbale, économique. Et donc, quand on regarde un peu tout le spectre des différents types de violences, on revient à ce que Jeanne d'Arc a résumé en disant que violence conjugale, c'est un peu la volonté de contrôler le partenaire dans le ménage, ce qui ne doit pas se faire en principe. OK. Ouais, donc ce qui en ressort de façon commune, c'est que la violence en général conjugale, c'est le fait de vouloir contrôler. Je suis tout à fait
Je vous écoute très bien et j'aimerais comme ça rapidement donner la parole à Dr. Kendi de savoir, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs dans votre propos, dans votre propos, on aimerait comprendre, est-ce que selon vous, psychologiquement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui peuvent faire penser à une violence dans un couple ou alors exactement, est-ce qu'il y a, pour pouvoir anticiper sur cela, quels pourraient être les signes avant-coureurs? Effectivement, il y a des signes, ce que j'appellerais moi les indicateurs. Et souvent, quand ça dégénère, on n'est pas à l'écoute de ces signaux-là, justement. Donc, les signes pourraient être, on ne les voit pas souvent hein, avant la vie conjugale, on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. On un déni, quoi. Exactement. On ne veut pas les voir malheureusement parce qu'on voit tout beau, etc. Et c'est sinon, ils nous paraissent comme détails, mais ils prennent de l'ampleur après, après la vie conjugale, justement. Ces signaux-là, moi, je fais un lien direct avec les valeurs. C'est en général quand on n'a pas les mêmes valeurs. C'est quand on n'a pas les mêmes valeurs. Bon, si on parle de facteurs, il y a plusieurs facteurs qui vont induire en quelque sorte la violence conjugale. Ça peut être des facteurs sociaux. Hein. Vous allez voir tout le long, moi je reviens à la culture parce que je suis prudente. Je suis prudente parce qu'il y a des gens peut-être de toute la planète qui nous écoutent, puis on va leur dire ça c'est violence, puis la personne va dire non, dans mon pays c'est pas violence. Donc c'est pour ça que j'amène toujours à la question culturelle. Donc, il peut y avoir des facteurs sociaux. Est-ce que la société tolère ou ne tolère pas certaines choses, par exemple? Et dans les indicateurs, il peut y avoir beaucoup de signaux, disons, liés aux facteurs individuels de la personne. Sa personnalité, son âge. Et puis, il y a un mot là qui me pop-up dans la tête qui est l'écart. Quand il y a écart, c'est un gros indice. C'est un grand indice qui nous permet de dire l'écart entre l'âge des deux conjoints, entre le niveau social, la scolarité, quand je dis la scolarité, donc ça induit un petit peu la résilience, la compréhension, comme disait Madame tantôt, la compréhension de soi. Il faut d'abord se connaître soi-même pour pouvoir reconnaître l'autre, pour maîtriser la situation. Donc, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs économiques. Donc, l'emprise peut-être de l'homme sur la femme sur le plan économique versus... Parce qu'en fait, la violence conjugale, là, on a l'impression que là, on en parle et puis on se dit « Ah oui, je le sais, c'est quoi la violence conjugale ?» Ben oui, c'est quand l'homme exerce de la violence sur la femme. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça existe aussi, la violence inverse. Elle est juste moins documentée. On n'en parle pas beaucoup, les études en parlent qu'on n'en parle pas beaucoup, justement, et elle est plus minimisée, mais elle existe. Elle existe et donc ça peut être aussi psychologique. Et tout, donc j'amène tout ça aussi, comme disait Madame, désolée de dire Madame Agathe, comme disait Agathe justement, la connaissance de soi, c'est quoi? C'est si je me connais, puis je suis sûre de moi, puis j'ai une bonne base, disons, psychologique, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mauvaise ni de bonne base, mais j'ai une bonne estime de moi-même, je suis capable de gérer la situation sans arriver à la violence, en quelque sorte. Ouais, je vous retrouve dans les valeurs, Madame Dr. Kendi. Je savais qu'on irait vers là. Oui, toujours les valeurs qui viennent influencer toujours, bien sûr, notre société et notre quotidien. Je vais quand même laisser Madame Muriel nous dire deux mots par rapport à cette question-là. Bon, c'est sûr que moi, je vais moins du côté des valeurs. Je sais que les valeurs sont importantes, mais souvent, quand on va dans le domaine interculturel, on en tient compte pour pouvoir considérer les éléments, en fait, pour pouvoir accompagner la femme, mais on ne peut pas l'utiliser pour justifier le comportement de l'autre, le comportement, en fait, de l'agresseur. Et des fois, ça peut porter vraiment à la confusion. Ben, écoute, c'est parce que dans sa culture, ça, c'est pas de la violence, c'est pour ça que la personne agit comme ça. Donc, ça peut des fois prêter à confusion. Et j'estime qu'effectivement, dépendamment de nos origines, il y a des choses qu'on peut accepter ou d'autres, en fait, qu'on va moins accepter parce qu'il y a la censure sociale, il y a le contrôle social et autres qui nous permettent de dealer avec ces éléments-là.
Mais quand on est dans un contexte interculturel, comme par exemple, on vient de l'extérieur, on est ici, il y a des paramètres qu'on doit aussi, toujours dans la question d'adaptation. C'est important de savoir que la violence conjugale ici est considérée comme un crime et depuis plusieurs années. Donc, si en fait je viens de l'extérieur, c'est important de savoir c'est quoi, par exemple, qui est déjà bien censuré par la société comme attitude ou bien comme comportement. Ça rentre en fait dans mon processus d'intégration pour savoir un peu. Je sais que quand on vient aussi, il y a toujours la question comment dire ça, le croisement des valeurs, la symbiose en fait des valeurs. On a un travail à faire avec en fait pour essayer de dealer, de trouver notre espace en fait de confort entre deux cultures ou des fois même entre trois cultures, comme si on vient d'Haïti, on a passé en France et puis après on est ici. Donc il y a plusieurs cultures, mais j'aime pas trop rentrer dans, comment dire ça, de l'expliquer par cet élément-là. C'est important de le considérer. Mais souvent, quand on va l'utiliser, c'est comme si on pourrait comme avoir tendance en dessous qu'il y a un élément d'excuse pour dire que, mais parce que de sa culture, donc il ne sait pas si c'est en fait de la violence et il peut se permettre de le faire. C'est vraiment important qu'on dit que la violence, en fait, voilà, il y a des éléments qui sont considérés frapper une personne, c'est un droit de fait. Et exercer en fait de la violence psychologique où il n'y a pas de traces, mais il y a des blessures intérieures que sûrement Agathe nous pourra nous parler davantage. Il y a des blessures internes qu'on a et que ça n'a pas de traces, mais c'est beaucoup plus fort qu'avoir avoir une gifle ou bien avoir un coup de poing parce que ça détruit la personne de l'intérieur. Violence économique, violence psychologique ou sexuelle et autres. Donc, je pense que c'est vraiment important de considérer ces éléments-là pour dire oui, on peut avoir l'aspect interculturel, mais il faut considérer qu'est-ce qui est dit violent, comme ici dans notre culture ou bien dans la culture d'accueil. Ben oui, je retrouve chacune dans son ancrage, Dr. Kendall avec les valeurs, Madame Jean-Baptiste avec la symbiose des valeurs et la reconnaissance des valeurs où on se trouve. On va rebondir rapidement avec bien sûr celle qui parle très, très, très souvent dans ses conférences de se valoriser. Alors, on va donc en France, on va écouter Madame Janda. Est-ce que je peux me permettre avant Agathe ou est-ce que j'attends tout à l'heure? Vas-y, docteur. Vas-y, docteur. Non, je voulais juste dire à Muriel que je lui donne vraiment raison, mais je parlais des valeurs en tant qu'indicateur parce que Florent nous a posé la question, c'est quoi les signaux qu'on détecte dans la violence? Donc, quand on a une différence de valeur, pas spécialement parce que ça veut dire qu'elle est acceptée. Donc, quand on a une différence de violence, pour moi, mes valeurs, c'est des valeurs familiales. Pour moi, pour l'autre conjoint, la valeur est autre et professionnelle. Donc là, on peut détecter, on se dit, ah, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc il peut y avoir de la chicane, comme on dit au Québec. C'est par rapport à ça, juste pour spécifier. Merci beaucoup. Mais là-dessus, je veux juste dire quelque chose, c'est que on sait la violence, en fait, je comprends que ça peut être un indicateur, effectivement, Nadia, mais on sait, ça n'a pas de limite. Ça ne connaît pas de classe, ça ne connaît pas de couleur, ça ne connaît pas de culture, ça ne connaît pas en fait de situation économique, sociale, religion ou autre. Donc, ça ne connaît pas en fait vraiment de limites. Donc, c'est en tout cas. En tout cas, on va s'amuser avec ça. On va rebondir tout à l'heure sur ça. Alors, retournons à Paris pour le moment. Oui, Laura, merci. En effet, les signaux peuvent être variables. Les signaux peuvent être variables d'un individu à un autre ou alors, comme les dames disaient, d'une culture à une autre. Mais il y a toujours, je pense que nous, celles qui sont mamans, savent très bien que les enfants, il y a des signaux même déjà quand les enfants sont petits, les enfants qui ont du mal à accepter le non. Les enfants qui ont du mal, quand on leur interdit les choses, qui veulent toujours qu'on écoute ce qu'ils veulent, ce genre de choses. Ce sont souvent ce genre d'enfants qui exercent souvent la violence plus tard. Ces petites choses-là, quand on n'est pas en accord avec eux, les personnes qui
qui n'acceptent pas les avis des autres, les personnes qui ne savent pas communiquer. Pour moi, ça, ce sont des signes. Ce sont des signes au-delà des valeurs, au-delà, voilà, des valeurs qui amènent, voilà, à leurs besoins. Ça, pour moi, ce sont des signes vraiment très palpables, voilà, qui montrent que voilà, cette personne-là peut être vraiment colérique, cette personne-là peut exercer de la violence, cette personne-là peut dépasser ce cap, en fait, quand, voilà, quand il se trouve face à une situation. Ce que je peux rajouter. Ok, d'accord. Ben, on va donc, oui, en prenant ce que vous venez de dire comme exemple, je pense qu'au niveau économique, peut-être que Dr Gaston Gou a quelque chose à dire à propos de ma question. Oui, peut-être quelques éléments pour rebondir un peu sur ce que je pense les autres experts ont dit. Par rapport au signe avant-coureur, je pense je peux peut-être contribuer à deux niveaux. Au niveau formel, au niveau informel, lorsqu'on parle de signes avant-coureurs, il est évident que l'exemple donné par Agathe fait sens. Lorsqu'on a un jeune enfant qui montre ses signes, les parents peuvent déjà penser à ce qu'il peut faire plus tard. Le problème, c'est que lorsque deux adultes se rencontrent et parlent de vie commune, chacun de ces adultes ne sait pas un peu le passé de l'enfant. Donc, ces éléments-là ne sont pas pris en compte. Mais je pense de manière informelle, de mon expérience personnelle qui n'a rien d'académique, un des signes avant-coureurs que j'ai vu avec mes pieds hommes qui montrent qui sont des prémices à la violence conjugale est lorsque on a un homme, par exemple, qui est le plus gentil possible avec une dame qui raconte. Tout ce que la dame dit au départ, c'est pas de problème, on le fait. C'est un parfait gentilhomme. Okay? Il n'y a jamais de non jusqu'à ce qu'ils soient ensemble, qu'ils vivent en couple et que le vrai visage se découvre. Et quand vous regardez un peu les quatre étapes de la violence conjugale, on parle de tension et on finit par l'agression, la justification et la réconciliation. Un signe avant-coureur, c'est que celui qui tendrait à être violent est toujours dans ce mode de réconciliation. Tout ce que la dame dit, on le fait jusqu'à ce qu'il commence à faire ses premières agressions lorsqu'ils vivent ensemble. Ça, je le dis par expérience avec des amis qui étaient avec des dames, et après, cela s'est fait ressortir. Le deuxième élément un peu plus formel je rejoins un peu Nadia sur la question de valeur. Okay? Sur la question de valeur qui montre, qui est à l'origine des violences conjugales. Parce que les valeurs entre deux personnes, lorsqu'elles sont différentes, les appréciations sont faites différemment et celui qui se sent le plus fort exerce la force sur l'autre. Et donc, quand on parle de valeur, on enlève l'aspect culturel. Enlevez l'aspect culturel, prenez un couple issu d'un même pays, d'une même tribu. Et vous voyez qu'il y a toujours de la violence dans ce type de couple-là. Okay? Donc, si on a violence là, ce n'est pas parce qu'ils viennent de pays différents ou de régions différentes, c'est peut-être parce qu'ils ont des valeurs différentes ou ils ont des manières de voir la vie de manière différente. L'aspect culturel s'ajoute à cela lorsqu'on se déplace, lorsqu'on marie quelqu'un qui est de notre pays. Et donc, je pense un signe avant-coureur, c'est un peu des éléments qui apparaissent et qu'on fait semblant d'ignorer parce qu'on veut se mettre en couple, parce qu'on veut que la société nous voit bien en tant que couple. Et donc, on essaie d'ignorer certains éléments et on évite de parler, de régler certains problèmes avant de se mettre en couple. Et lorsqu'on est en couple, c'est pratiquement trop tard pour faire marche arrière parce que quitter un couple, c'est comme accepter d'avoir subi un échec. Et beaucoup de personnes refusent de s'afficher comme ayant fait un échec. Parfait. Ouais, je pense que indirectement ou directement, on parvient toujours à imbriquer tout ce que vous venez de dire. Ça s'imbrique et puis on ressent là qu'il y a les valeurs, il y a la symbiose, il y a aussi le signe de toujours béni, oui, oui, et pourtant, quelque part, on ne sait pas exactement où on va. Alors, je voudrais dire une chose, Florence, si ça ne dérange pas. En fait, un peu dans le sens que Gaston a mentionné, c'est que oui, effectivement, des fois, on voit quand même des signes et puis on est tellement amoureux, tellement amoureuse et puis on y va dedans. Mais on va s'entendre pour dire que même dans une famille, on est supposé avoir des mêmes valeurs, mais on peut avoir des comportements différents dans l'acquisition de ce qu'on nous transmet.
au niveau de la famille. Donc, c'est pour dire que déjà, à la base, on peut avoir des choses différentes dans la valeur. Cependant, je pense souvent, on va dire qu'il y a des positions. La personne qui va être violente va toujours vouloir avoir raison, avoir le dernier mot, en fait, dans ce qui est en train d'échanger, de dialogue ou d'échange avec sa compagne. Il veut toujours avoir le dernier mot, toujours avoir raison. Et ça, c'est des signes souvent qu'on peut identifier aussi comme avant-coureur, mais aussi la question de chicane. Une chicane, c'est pas forcément en fait de la violence. Parce que en fait, on va souvent dire, ben, est-ce une chicane ou bien de la violence? Une chicane, on peut se chicaner et puis après, on s'entend, on a quand même, en fait, sur le même pied d'égalité, trouvé un juste milieu pour régler une situation. Mais quand l'autre veut prendre, en fait, exercer le pouvoir dans le dernier mot, là, c'est plus de la chicane. C'est en fait des indicateurs qui disent que, ben, écoute, il y a quelqu'un qui se considère comme plus fort vraiment dans le couple. OK. Qui se considère plus fort dans le couple? Oui, ça c'était, je dirais, ce sont des odeurs ou alors des signes avant-coureurs d'un éventuel contrôle futur où on est peut-être aveuglé on est tellement aveuglé par l'amour qu'on oublie de constater ces points et ces signes avant-coureurs. Maintenant, une fois qu'on a plongé dans le couple et qu'on est vraiment ensemble et qu'on vit tous les jours, selon vous, j'aimerais savoir, de par votre actualité, de par vos expériences, quelles sont les raisons qui poussent à cette violence conjugale? Bien sûr, n'importe qui d'entre vous peut prendre la parole, mais normalement, on aimerait souvent commencer par Dr. Kendall. Il y a silence. Oui, et à Gaston, Dr. Gaston a demandé la parole. Si Dr. Kendall le permet, on va lui donner la parole. Yes, je voulais juste rebondir sur ce que disait Muriel avant qu'on ne change de sujet par rapport aux valeurs. Ce que je voulais dire par rapport aux valeurs, c'est qu'on peut avoir des individus venant d'une même famille, ayant été élevés par les mêmes parents, mais ils ont des valeurs différentes parce qu'en tant qu'être humain, on est tous différents. Donc, ce que moi j'accepte comme correct, même si mon père ou ma mère me disait que ce n'était pas correct, pour moi, je veux toujours avoir raison. Or, les parents disent à tous les enfants, il y a des moments où vous avez raison, il y a des moments où vous n'avez pas raison, il faut l'accepter. Mais il se peut qu'un enfant, par exemple, moi, je dis non, je dois avoir toujours raison. Et donc, cela entraîne ma violence. Donc, c'est pour un peu en renforcer le fait qu'on peut être issu de milieux complètement identiques, mais avoir des valeurs différentes. C'est un peu ça. Si vous voyez même les jumeaux, souvent, ils sont issus du même œuf, mais ils peuvent avoir de légères différences physiques. Et donc, au niveau mental, comportemental, ils sont totalement différents aussi. Ah. OK. Sur ce mental et comportemental qui est familier. Dr. Nadia voulait dire quelque chose aussi, Florent. OK, Dr. Nadil. Merci Muriel. En fait, je voulais un petit peu m'abstenir là tout à l'heure quand j'entendais parler de valeurs et puis on est de la même famille et tout ça. Plus Dr. Gaston s'est lancé, je vais me lancer aussi rapidement. Lançons-nous. Tu me connais, Florent, sur la question. Ça là, une semaine ne suffirait pas pour vous pour développer. Exactement, mais je me suis dit, on n'est pas là pour les valeurs aujourd'hui, mais c'est pas exactement. grave, on en parlera après. Mais en fait, ce qui est important ici de distinguer, c'est qu'on soit d'abord d'accord sur ce que veut dire le mot valeur. Parce que j'ai l'impression qu'on parle aujourd'hui, nous quatre, nous cinq peut-être, des valeurs autrement, mais on parle des valeurs peut-être générales. Je vais les appeler comme ça, générales. Mais ce que je dis, moi, tout à l'heure, quand je parlais justement des facteurs individuels, donc je parlais des valeurs en tant que facteurs individuels, qui sont quoi? Tout simplement la priorité que l'on donne aux sphères de notre vie. C'est-à-dire que si moi, ma valeur première, c'est ma famille, eh bien, je passerai tout. Je passerai rien avant ma famille. D'accord? Maintenant, si mon conjoint, lui, sa valeur première, qui est individuelle, hein, elle est individuelle à chacun, d'accord? C'est vraiment singulier à chacun. Et donc, lui, c'est ses professionnels. Donc, lui, il passera son travail avant tout. D'accord? Et c'est là qu'il va y avoir un conflit de valeurs individuelles et internes. D'accord? Mais promis, même si vous n'êtes pas d'accord, je ne dirai pas plus que ça. Oui, on va rester dans le sujet. Il faut rester dans le sujet là. On ne va pas attaquer le sujet des valeurs. En fait, pour moi, je réponds directement à ta question, Florent. Tu disais, c'est quoi les indicateurs? Ben, le premier indicateur, c'est quand on ne voit pas la vie de la même manière et c'est ça une des valeurs.
On ne voit pas les choses de la même manière. Notre perception est différente. Toi, tu dis que le panneau est orange. Moi, je vais dire c'est jaune. On est en train de dire la même chose, mais on ne se comprend pas. Et puis, il va y avoir chicane. Et après la chicane, il va y avoir violence. Tu comprends? Donc, on est en plein dedans là. T'inquiète pas. OK, d'accord. Ben, plongeons donc de par l'actualité qu'on vit tous, que ce soit individuel ou collectif dans le monde entier, ou de par votre expérience comme professionnel ou comme spécialiste, quelles sont les raisons d'une violence conjugale? Selon ce que vous avez déjà entendu, selon ce que vous avez déjà vu, selon ce que vous avez peut-être pas encore vécu, c'est quoi les raisons qui sortent le plus souvent, qui poussent à la violence conjugale, qui peut bien sûr se déployer sous plusieurs formes? Moi, j'irai rapidement à évoquer un terme que j'ai cité tout à l'heure. J'ai parlé d'écart. Et en parlant d'écart, donc je parlais de facteurs justement qui causent la violence, entre autres dans les facteurs sociaux, par exemple. Est-ce que je suis dans une société qui accepte ou pas la violence? L'écart d'âge, l'écart de niveau de scolarité, donc qui dit niveau de scolarité peut parfois inclure le niveau de compréhension, parce que c'est pas toujours ça n'induit pas toujours la même chose. Moi, je suis algérienne d'origine, puis dans Algérie, on dit souvent, tu peux être le plus intelligent, même si tu n'as pas, tu peux avoir, je suis en train de faire la traduction intégrale dans ma tête. En arabe, c'est possible, pourquoi pas? C'est-à-dire quelqu'un. Vous avez tout compris. Donc, ça veut dire que je préfère conjuguer avec une personne qui comprend le plus plutôt qu'une personne qui a plusieurs diplômes. Parce que la personne qui a plusieurs diplômes peut ne pas comprendre ce que l'autre personne qui est juste sage pourrait comprendre. C'est ça que je dis. Donc, niveau de scolarité peut influencer, mais c'est pas tout. On pourrait avoir des facteurs aussi relationnels, et des facteurs individuels, comme comme je disais tantôt, les valeurs, etc. Mais ça peut aussi, dans les facteurs individuels, on a des facteurs de résilience, des facteurs intérieurs, psychologiques, je vais appeler ça comme ça. Ça veut dire, mais je pense que Muriel et Agathe l'ont cité rapidement, c'est que quand on a vécu de la violence conjugale, de la violence en général, de la violence de toutes sortes, surtout en tant qu'enfant, on est appelé à reproduire le pattern, le même modèle, le même schéma, et on peut reproduire le schéma de victime et le schéma d'agresseur aussi. Donc ça, c'est dans les facteurs psychologiques. Et puis là, je ferai un petit tour vers les notions de stress que Sonia Lupien, notre grande Sonia Lupien, la chercheuse dans le domaine du stress, elle dit le stress, c'est du ciné. Donc, le ciné, c'est quoi? C'est le C de contrôle faible. Donc, quand la personne a un contrôle faible, elle a tendance à stresser et puis probablement exercer de la violence. Le I, c'est l'imprévisibilité. C'est quand c'est imprévisible. Quand la situation conjugale est imprévisible, ça peut causer de la violence. Quand la situation est nouvelle, j'ai jamais vu ça. Ah, oups. Donc là, ça peut créer aussi de la violence. Et le facteur que moi je vois très très important dans la composante psychologique ou individuelle de la personnalité chez certaines personnes, c'est l'ego, le E de ego. Donc quand l'ego est là, on l'a dit tout à l'heure, M. Gaston l'avait dit, Dr Gaston l'avait dit, c'est moi qui ai raison, c'est moi et puis là, tous les autres facteurs apparaissent. C'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui nourris la famille, c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui fais ci, etc. Donc, il y a tout ça et c'est des facteurs concomitants qu'on balance d'un critère à un autre et qu'on peut expliquer psychologiquement, disons, par le stress. Pour ne pas prendre la parole, je cède la parole aux autres. OK. Qui prend la parole? Vous pourriez y aller. Je veux bien prendre la parole. Oh, vas-y, Agathe, avec plaisir. Oui, merci. Donc, comme le docteur Kendall disait, pour ma part, que ce soit au niveau des facteurs psychologiques ou des facteurs individuels, la principale raison pour moi que je trouve, c'est la mauvaise interprétation, je dis bien la mauvaise interprétation de comment je perçois ce que l'autre me dit, donc, et d'une région à une autre.
les mots ont un sens différent. Donc, c'est vraiment la principale raison, parce que quand je dis quelque chose à mon conjoint, il comprend d'une autre manière, ou alors lui, quand il vient me dire quelque chose, moi, j'interprète déjà d'une autre manière, tout simplement parce que j'ai déjà aussi mes préjugés, mes blessures derrière, ou mes valeurs qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'il me dit. Donc, ma part, c'est l'interprétation, donc la communication, d'où l'importance, encore comme on a dit en début de cette émission, de vraiment se connaître, de chercher à se connaître. Et quand on a un conjoint pour voilà, connaître les raisons, il faut aussi essayer de comprendre qui est derrière cette personne en réalité. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui le pousse à réagir comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est colérique? Ça se trouve qu'il a un passé vraiment qu'il n'a jamais parlé à sa partenaire ou à sa femme. Et peut-être que, voilà, si elle connaît déjà le processus de se connaître, là, elle va comprendre le pourquoi. Peut-être que c'est parce que c'est des choses qu'il a vécues qui sont restées vraiment psychologiques, ou alors c'est l'environnement, tout un tas de choses. Mais la principale raison pour moi, c'est l'interprétation. Parce que quand on comprend pas, comme on n'a pas l'habitude, les gens n'ont pas l'habitude de vraiment de communiquer, parce que communiquer, c'est voilà, émettre et recevoir. On se parle seulement sans communiquer, parce que parler, c'est pas communiquer. Communiquer, c'est je te parle, voilà, que je te dise où tu me parles, je te dis tu me dis ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas, j'écoute, j'attends que tu termines de parler et moi je t'écoute. Aujourd'hui, de nos jours, on ne sait plus faire ça. On est impatient. Donc, on interprète mal les choses. C'est ça la principale raison. Tout ceci, ça va regrouper le relationnel, le psychologique, le individuel, mais tout ça, c'est l'interprétation des choses, pour ma part. Une part que nous prenons, bien sûr, et que nous considérons. On va écouter Madame Jean-Baptiste. Oui, OK. Moi, pour ma part, en fait, de prime abord, je pourrais dire que c'est comme les mots raison, ça sonne un petit peu, c'est comme lumière rouge dans ma tête. Il n'y a pas de possible raison à évoquer, en fait, pour expliquer la violence ou bien l'accepter ou autre. Cependant, on peut nommer quelques causes. Les causes, de mon point de vue, mais de point de vue vraiment, en fait, beaucoup de maisons la majorité ou toutes les maisons de femmes, ça vient directement, c'est en lien direct avec le système social. Le système, en fait, au niveau, les inégalités sociales qui, en fait, sont là, qu'on vit avec, qui sont transmises quasiment de génération en génération, qui sont devenues comme quelque chose de systémique, un peu comme la discrimination, un peu comme les stéréotypes qui se transfèrent d'une génération à une autre, mais de façon tellement banale et qu'on banalise quasiment, en fait, pour dire, ben écoute, les gestes violents qu'on peut voir, oh, mais ça, c'est pas grave, et on le tolère, la société le tolère, et ça fait en sorte que ça se transfère d'une génération, en fait, à l'autre, d'une classe à une autre. Mais vraiment, la base, c'est les inégalités sociales qui sont dans la société, le système patriarcal qui donne tout le pouvoir, en fait, aux hommes, qui est un système géré par les hommes quasiment pour les hommes. Et avant même, en fait, toute l'histoire du féminisme, on l'a vu, avant que les femmes arrivent à avoir juste un peu pour dire que voilà, on a une place aussi. Je dois aussi mentionner tout ce que, en fait, mes collègues ont mentionné, que ce soit Nadia ou bien Agathe, c'est correct. Mais l'idée, ça va même au-delà des facteurs comme individuels qu'on pourrait expliquer. Ça va bien au-delà parce que c'est vraiment quelque chose qui est plus systémique. C'est vraiment quelque chose qui est même endémique. On prend pour acquis qu'un homme, il a tout le pouvoir et qu'il est capable d'eux, alors qu'une femme est quasiment en second rang, en second degré. Ça, c'est pas en fait de ma façon de le voir, c'est quelque chose qui est déjà dans le corps du système social, qui est transmise dans l'éducation, qui est transmise dans l'instruction, donc qui est là comme quasiment dans nos veines attachées à nous, alors qu'on doit prendre une décision pour dire que là, il faut dépasser cette étape-là
parce que les hommes et les femmes, on est capable de faire plein de choses qui sont de façon égale. Donc, je pense que les raisons vraiment de base, c'est plus l'aspect systémique et transmise au niveau de l'éducation et le système patriarcal aussi. Voilà. Faut dire on plonge loin avec vous, Madame Jean-Baptiste, et puis c'est bien sûr des très bonnes choses de pouvoir comme ça parler du fond du problème afin d'anticiper et dans la suite, bien sûr, dans le développement de notre émission, de voir comment éventuellement éviter cela. Mais avant, je pense que Dr. Gou avait quelque chose à dire. Oui, non, très bien. Je pense qu'on a eu des éléments assez importants. Je pourrais peut-être ajouter, surtout rebondir un peu sur ce que Mme Jean-Baptiste vient de dire par rapport aux causes de manière systémique et qui sont endogènes aux sociétés. Elle parlait tout à l'heure du système patriarcal qui est un des vecteurs de cette violence. J'adhère parfaitement à cette explication. Je voulais tout de même ajouter que il est vrai que le système patriarcal véhicule beaucoup cet esprit ce complexe de supériorité des hommes qui pensent avoir toujours raison, qui pensent avoir toujours le dernier mot. Mais je voudrais qu'on mette un bémol parce que ce n'est pas seulement le système patriarcal qui envoie ce type de conséquences de violence conjugale. Quand on prend l'exemple on a des systèmes matriarcats qui existent dans certaines régions en Afrique. Je prends par exemple mon village en Côte d'Ivoire qui est un peu à l'est de la Côte d'Ivoire, qui est un système matriarcal qui est en principe dominé par les femmes entre côtes, ok? Mais le type de violence envers les femmes existe toujours dans ce système-là, même si ce sont les femmes qui sont censées prendre les plus grandes décisions ou qui sont censées prendre l'héritage au décès d'un de leurs frères. Ce sont les femmes qui héritent des biens, ok? N'empêche que quand elles sont en couple avec quelqu'un, elles subissent toujours ces violences conjugales. Ok, donc il est vrai qu'on a cette culture qui est ancrée en nous, hommes, disant que vous êtes ceux qui devez prendre des décisions, mais cet aspect-là doit être aussi pris en compte. En termes d'autres raisons, quand on a parlé de supériorité des hommes, c'est ce complexe de supériorité qui est discuté depuis un certain moment, qui pense que celui qui commet la violence conjugale pense avoir toujours raison. Et donc, on a ce complexe de supériorité qui existe, qui est à l'origine de plein de mots. Ici, on parle de violence conjugale. On a aussi le manque de respect vis-à-vis du partenaire. OK? On a un partenaire dans un mariage, dans un couple. On pense que l'autre n'est pas à son niveau. OK? Donc, on a ce complexe-là où on pense avoir beaucoup plus à apporter dans le couple que l'autre. Et donc, l'autre doit beaucoup moins intervenir et doit prendre ce que moi je dis pour argent comptant. Et le dernier élément que je voulais soulever, c'est un peu le manque de respect d'un des partenaires. Donc, celui qui commet les actes de violence conjugale, la plupart du temps, pense que l'autre partenaire lui manque de respect. Et donc, pour restaurer ce respect, il faut qu'il agisse avec la force pour que le respect soit mené comme il se doit. Et donc, ces éléments-là, ce complexe de supériorité, et aussi, peut-être un corollaire à cela, c'est un complexe d'infériorité qu'un homme peut avoir dans un couple. Il y a un exemple assez simple. Vous êtes dans un couple, l'homme il a seulement un baccalauréat, la femme a un doctorat. L'homme se sent est automatiquement complexé au niveau inférieur et donc il va essayer d'exercer une force beaucoup plus forte à la maison pour montrer que c'est lui qui est l'homme entre côtes. Okay, donc c'est un peu ça aussi qui peut être une cause de violence conjugale. Et je pense, bon, je ne voulais pas le mentionner, mais j'ai grandi sans pour autant que Dr Kandil me fasse un profil psychologique d'enfant ayant vécu dans un couple où il y avait la violence conjugale. J'ai grandi moi dans un couple avec mon père et ma mère où le père exerçait énormément de violence physique conjugale sur ma mère tout le temps. Ok, donc j'ai fait un effort dans ma vie de ne pas répliquer cela. Je ne sais pas si je tombe dans le groupe des victimes ou d'agresseurs, mais j'ai fait de sorte à ne pas répliquer cela. La même chose est arrivée avec chacun de mes frères et chacun de
mes frères avec qui on a grandi. Et donc, le fait d'avoir vu, nous, la violence conjugale tout en grandissant, on a eu la chance de développer un sentiment contraire à cette violence-là, de sorte à ne pas le répliquer. Parce qu'à ma connaissance, aucun de mes frères n'a exercé de la violence physique. Les autres types de violence, je ne peux vraiment pas garantir, mais la violence physique, je ne l'ai pas ressentie avec mes frères. Et donc, il y a cet aspect de grandir dans la violence, les raisons qui amènent cette violence-là. Et lorsqu'on les identifie, on voit qu'à la fin, on retourne à l'unité individuelle de l'homme. Quelles sont les valeurs de l'homme? Qu'est-ce que je pense important? Est-ce que, comme Dr. Kenny le disait, le fait que je veux contrôler complètement ma famille est plus important que mon conjoint qui pense qu'il faut faut prendre un juste milieu entre la famille et la vie professionnelle, ou le fait que je veux contrôler exactement tout ce que les enfants font et que mon conjoint ou ma conjointe ne veut pas le faire est source de violence conjugale. Donc, il est important de voir un peu, afin d'éviter cette violence conjugale, comment trouver un juste milieu dans la vie commune qu'on mène entre conjoints. Oui, il faut dire que dans tous vos propos, on ressent quand même une certaine personnalisation, même si vous l'avez quand même développé dans l'ensemble. Et puis, les points qui en ressortent sont des points qui viennent comme rejoindre aussi d'autres points. Fait que, avant de poser ma prochaine question, j'aimerais encore, comme vous le savez, c'est important, hein, j'aimerais saluer tous mes partenaires, mes commanditaires et tout et tout. Il y a Orchidée que je veux saluer, il y a Creative Consulting, il y a bien sûr Maître Mouvanira. Nous avons aussi la Calebasse, restaurant La Calebasse. Nous avons Kosik. Et j'aimerais aussi saluer tous les médias et médiums qui nous aident comme ça à sensibiliser le monde par rapport aux problèmes que nous rencontrons tout le monde tous les jours. Et je veux aussi dire merci comme ça à vous qui êtes là sur le panel. Alors, pour rebondir, j'aimerais savoir, on a parlé des signes avant-coureurs, on a parlé de l'origine. Et maintenant, j'aimerais on a encore une 35 minutes. J'aimerais qu'on saute rapidement aux manifestations. Comment, généralement, cette violence conjugale se manifeste? On a souvent, en tout cas, je ne vais pas me lancer dans un développement, je vais vous laisser, bien sûr, en parler. Fait que comment ça se manifeste en général? Dr. Kendall? Moi, je vois, à mon avis, je la vois déjà progressive. C'est rare où ça vient de brutalement, mais c'est progressif. Donc, c'est comme un essai-erreur. Je m'essaye avec elle ou je m'essaye avec lui, puis on va voir ce qui va se passer. Et c'est là que rentre aussi la notion de personnalité. Je ne veux pas culpabiliser personne, mais en général, quand on a une forte, ce qu'on appelle entre guillemets une forte personnalité, une base solide, résiliente, on est capable, comme je disais tout à l'heure, on est capable de mieux gérer notre conflit, parce que ça commence toujours avec un conflit. Les causes peuvent être vraiment profondes et internes. Ça peut venir d'une simple fatigue récurrente, ça peut venir d'une vulnérabilité, ça c'est le plus important. C'est souvent quand on est vulnérable justement que ça peut dégénérer. Ça peut venir d'une multitude de situations ou des situations récurrentes qui reviennent à chaque fois et puis que c'est entre guillemets le ras-le-bol dans le couple et puis ça dégénère. C'est quand on ne trouve pas de solution en fait, quand on ne sait pas communiquer, quand on n'a pas de solution directe, en général la violence. C'est quand la violence, et quand je fais ça, la violence, c'est quand je parle de violence physique. Mais sinon, avant la violence physique, il y a la violence verbale qui s'installe, avant même la violence psychologique. Plutôt la violence verbale après la violence psychologique ou vice-versa. De toute façon, là, j'ai des cas comme ça en tête, c'est pour ça que je chevauche d'un cas à un autre. Donc voilà, et puis ça revient toujours à l'individu. J'aime beaucoup ce que Dr Gaston a dit, et puis merci pour son partage, et pour sa confiance aussi, parce que
J'ai eu comme des frissons. Merci de nous avoir partagé votre expérience. Et effectivement, il y a des gens qui reproduisent ce pattern, mais il y a des gens qui, justement, ne veulent pas le reproduire et font tout pour le faire d'une manière adéquate. Puis là, il y a... J'ai beaucoup de pop-up, moi. Je suis comme une publicité dans un site Internet. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent comme ça. Donc là, il y a une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « L'essentiel n'est pas de savoir ce qu'on a fait de moi, mais ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi. » Docteur Gaston, c'est ça qui m'a inspiré tantôt quand il disait oui, moi, je fais tout pour ne pas reproduire ni le statut de l'agresseur, ni le statut de la victime. » Donc là, on a fait quelque chose de nous. Ça compte beaucoup parce que ça nous pousse à faire à poser certains gestes et certaines actions. Mais nous, il faut qu'on soit intelligent, une intelligence émotionnelle, une intelligence tout court, pour qu'on puisse ancrer nos propres comportements dans des valeurs, dans des actions qui sont importantes pour nous, pour ne pas reproduire ces patterns-là qui ont fait cette souffrance. Mais ce qu'il faut signaler au passage, c'est que la reproduction de patterns est souvent inconsciente. Donc, on ne peut pas, on n'en veut à personne, là. C'est inconscient aussi. Donc, c'est un travail, tout un cheminement qui doit se faire à ce moment-là. Oui, bien sûr, une très, 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 très bonne analyse. Et bien sûr, selon les points, la violence verbale, physique et psychologique, selon l'ordre de chronologie, j'apprécie aussi, bien sûr, cette façon de l'amener, mais j'aimerais qu'on entre un peu plus aussi dans la manifestation claire et vraiment patente. Je vais donc laisser la parole à Madame Jean-Baptiste, qui peut-être aurait des exemples ou alors des choses un peu plus concrètes. Alors, tu veux du croustillant, c'est ça, Florent? Oui, c'est ça. Je veux quelque chose qui chauffe, là. Je veux que ça brûle les lèvres, là. Muriel lui dit, tu veux du concret, je vais t'en donner. Il est là. Non, la façon de le dire. Exactement. Je pense que Nadia a vraiment amené déjà quelques éléments au niveau de la manifestation. C'est sûr que quand on parle de violence verbale, bon, entre violence psychologique et violence verbale, on ne sait pas qui peut prendre le dessus et qui commence avant quoi, mais on sait qu'effectivement, ça peut être aussi brusque. Il n'y avait jamais de manifestation, et puis il y a quelque chose qui s'est passé. Sur un coup comme ça, il y a un geste violent, et qui peut être le pire, qui peut être le dernier, mais qui peut aussi être le premier. Donc, il peut ne pas avoir d'antécédent ou bien quelque chose vraiment qui soit progressif, cela dit. Mais il peut y avoir, comme on l'a mentionné tantôt, des gestes avant-coureurs qui disent que cela peut prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Si on parle de violence verbale, on va entendre tout ce qui concerne les cris. On crie sur la personne, on lui parle, mais on ne lui parle pas, mais c'est comme on est en train de crier après la personne qui est victime, en fait, dans cette situation-là. Et tout ça, c'est fait dans le dessein uniquement de maîtriser la personne. Donc, on va parler de cris, on va parler aussi de propos, en fait, dévalorisants aussi, qui est verbal, mais en même temps, ça atteint psychologiquement la personne. Ça vient, écoute, est-ce que tu t'es vu, toi, tu t'es vu comment tu es habillé? On ne porte jamais quelque chose qui est bien pour l'autre. Il y a toujours quelque chose à redire. La nourriture est prête, mais elle n'est jamais bonne à son goût. Donc, ou bien la personne est à la maison, mais c'est comme une fois qu'elle est à la maison, on est comme quasiment, en fait, tu comprends, on devient hyper vigilant parce qu'on veut pas, on n'aimerait pas qu'elle tombe sur nous parce que sinon on est comme quasiment, le stress est là. Ça c'est psychologique, mais ça peut être vraiment verbal aussi. Violence psychologique, encore des comportements que la personne peut voir. Juste tu mets quelque chose, mais la personne le déplace à chaque fois pour te dire que c'est pas dans le bon endroit. Des propos qui peuvent être dits, donc elle n'aime pas tes amis. Il n'aime pas tes amis. Oh, mais un tel là, vraiment, il n'est pas bien. C'est pas une bonne amie pour toi. C'est pas une bonne amie pour toi. Il te donne pas de bons conseils. Donc, c'est pas quelqu'un qu'il faut fréquenter. Ça, c'est psychologique. Au fur et à mesure, ce que la personne fait en le faisant, c'est qu'il veut le détacher de son réseau social, qui est quand même un réseau qui devrait être un soutien, un réseau de soutien pour la personne qui est victime. Mais l'agresseur
il le fait sciemment, le détacher en fait de son réseau pour qu'il soit directement avec lui ou bien en tout cas directement sous son emprise. Et là, il peut manifester vraiment le contrôle absolu sur lui parce que le réseau s'est détaché aussi de la victime. Autre chose, écoute, violence aussi économique qu'on peut mentionner. Ben, pour violence physique, je ne passe pas trop de temps là-dessus, mais j'aimerais quand même dire des fois, la personne peut ne pas forcément... L'étranglement, l'étranglement, c'est la triangulation, ça c'est une cause majeure et qui a été dans le passé assez minimisée dans les causes en fait de violence physique parce qu'on n'était pas en mesure vraiment de l'associer directement. Comme aussi la personne qui frappe le poing dans le mur, mais juste à côté de la victime. Donc, ça cogne fort. Alors, la prochaine fois, ça peut être toi. Tu as intérêt à faire attention. Donc, ça, c'est des manifestations possibles. Juste un élément, par exemple, tu reviens, tu fais l'épicerie, la personne est fâchée, il prend tout ce que tu as acheté, il le met à la poubelle, il le jette, juste pour tout simplement, en fait, tu comprends, te montrer comment il est fâché. Ça aussi. Violence économique. Priver la personne, en fait, de ce qu'elle a droit ou bien complètement dépendant économiquement de son conjoint. Donc, s'il ne lui donne pas d'argent, il n'en a pas, ou bien qu'il en a, qu'il travaille, mais c'est monsieur qui, ou bien en tout cas, le conjoint qui a accès au compte et qui gère les comptes, ou bien qu'il lui fait emprunter de l'argent en son nom et qu'elle c'est elle qui doit rembourser parce que c'est en son nom, les prêts sont en son nom, mais c'est l'autre conjoint qui dépense. Donc, les manifestations sont quand même assez nombreuses au jour le jour, mais c'est vraiment important, je dirais, quand il y a des signaux, et le réseau, en tout cas, joue un rôle important. Quand il y a des signaux, de ne pas en fait abandonner la personne qu'on voit qui peut en fait être super en hypervigilance. Son téléphone sonne, il est complètement en panique parce que s'il ne répond pas, écoute, il ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer à la maison en rentrant. S'il ne répond pas au texto, s'il ne répond pas au téléphone, même au travail, ça peut être désastreux. Alors, je peux rester là. S'il y a d'autres questions, je peux revenir pour ajouter. Mais ça, c'est des éléments que je pourrais nommer. Allô? Oui. OK, d'accord, parfait. Non, c'est quand même assez croustillant. C'est des éléments patents qui viennent comme habiller ce point. Et je suis certain que Dr. Gou aura encore plus d'éléments pour ajouter. Et ce qui en ressort, ben, moi, ce que je constate maintenant, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est toujours plus la femme qui est victime. Cependant, est-ce qu'il arrivera parfois que l'homme soit victime? Ben, en tout cas, continuons sur notre lancée. Soyons un peu plus concrets. On a encore 25 minutes. Docteur Gou. Peut-être rapidement, comme vous l'avez si bien dit, les femmes sont la plupart du temps victimes. Il faut dire que lorsque vous regardez les statistiques, même à Québec, près de 80% de ceux qui sont victimes de violences conjugales sont des femmes. Et donc, ça laisse à peu près 20% des hommes qui sont aussi victimes de violences conjugales. On n'en parle pas à cause de ce complexe de supériorité de cet homme que les hommes ont par rapport à se déclarer victimes de violences conjugales. Et peut-être, avant de donner 2 ou 3 exemples de violences conjugales, je voulais juste rapporter l'anecdote que m'a fait savoir un de mes amis. Venant d'un village du centre-ouest de Côte d'Ivoire, les BT, et ces deux, la violence conjugale a une autre définition. Okay? Et donc, quand vous êtes marié dans ce village et que vous ne battez pas votre femme, c'est comme si vous ne l'étiez pas. Donc, est-ce que cela est vrai ou pas? Mais c'est un peu l'anecdote qu'ils ont racontée. Un homme qui aime sa femme dans ce village doit souvent montrer qu'il n'est pas d'accord en la battant. Ça montre c'est un signe d'amour d'après dans ce village-là. Mais ça, je pense, dans la plupart des sociétés, c'est condamné et c'est labellé comme violence conjugale, ce à quoi j'adhère parfaitement, parce qu'il y a plusieurs autres manières de montrer qu'on aime son épouse. Rapidement, deux exemples de violence physique. Quand on parle de violence physique, c'est vraiment une violence où le conjoint va battre sa conjointe.
Et la plupart du temps, c'est l'homme qui n'est pas d'accord, qui commence à battre, et qui prend son épouse comme un punching ball et il se défoule au maximum sur la pauvre dame. Et en général, en Afrique, les dames ne reportent pas cela. L'avantage aussi de l'Afrique, c'est qu'ayant la peau noire, on n'a pas de bleu. Donc, il n'est pas facile de montrer qu'on a été battu la veille par son homme. OK. Donc, certains hommes sont assez intelligents pour taper à des endroits où les marques ne seront pas visibles par l'extérieur. Mais une des manifestations évidentes des violences physiques, c'est vraiment l'homme qui bat la femme. Au niveau économique, l'une des plus grandes manifestations qu'on voit, comme en appui avec ce que Mme Jean-Baptiste a dit, c'est un peu l'homme qui demande à son épouse de ne pas travailler. OK, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison, que tu t'occupes des enfants et de la maison, de sorte que n'ayant pas de revenus, n'ayant pas d'argent, l'épouse est plus sous le contrôle de l'homme. OK, elle ne peut absolument pas parler. Et donc, ne travaillant pas, elle se coupe automatiquement de tout son soutien social qu'elle peut avoir, les amis, les collègues de bureau, ainsi de suite. Et donc, le contrôle qu'existe l'autre conjoint sur elle est total. Et donc, ça, c'est un type de violence conjugale qui commence par une violence économique qui se traduit ensuite par une violence psychologique parce qu'on dit, bon, on va travailler ensuite sur le self-esteem de la personne qui ne travaille pas. OK, tu restes à la maison, tu fais rien de bon, tout ce que tu fais, c'est pas bon, ainsi de suite. Et donc, on rabaisse un peu l'autre conjoint qui reste à la maison pour s'occuper de la maisonnée, des enfants, ainsi de suite. Et donc, au niveau économique, des décisions ont été prises pour essayer de changer ce statut-là, si je peux ramener pendant une seconde l'aspect économique. Et donc, quand vous regardez l'aspect économique des couples, des ménages maintenant, il y a ce qu'on appelle la production domestique. Donc, c'est tout ce que le conjoint qui reste à la maison produit. Et donc, la manière de quantifier cela, c'est d'estimer ce que le couple aurait payé à une femme de ménage qui viendrait travailler à la maison, à un cuisinier qui viendrait travailler à la maison, de sorte à revaloriser la femme qui reste à la maison. Et donc, ça, c'est un peu dans les sociétés, je dirais, un peu moins avancées comme en Afrique. Quand vous regardez les sociétés un peu plus avancées comme les sociétés américaines, européennes, il y a des décisions qui sont prises par certaines conjointes. Aux États-Unis, ce phénomène-là se développe un peu plus. Elles décident de rester complètement à la maison, de devenir femme à la maison, et elles sont fières de l'être parce qu'elles décident de s'occuper de la maison, de s'occuper de leurs enfants et de s'occuper du mari. Mais cela se fait à la condition où le mari est assez intelligent pour valoriser ce que la femme fait à la maison. Et donc, ce type de conjoint, ce type de couple-là fonctionne assez bien parce que la femme est valorisée par le fait qu'elle s'occupe de la maison et l'homme aussi essaie de valoriser la femme parce qu'elle fait à la maison. Un autre exemple que je pourrais donner pour terminer, c'est un peu comment est-ce que les couples se comportent au Japon. Si vous prenez par exemple la société japonaise, en général, une femme s'occupe de la maison, mais ce qui se passe, l'homme va travailler et tout le salaire de l'homme est remis à l'épouse qui, elle, prend une portion pour donner comme argent de poche au mari, et c'est elle qui gère tout le salaire du mari. Et donc, ce genre de couple-là arrive plus ou moins à tenir parce qu'on a une compréhension, on a un respect mutuel de ce que chacun fait. Super. Je pense que là, on a vraiment eu une analyse assez équilibrée qui vient ressortir l'importance éventuellement de toute femme qui resterait à la maison éventuellement pour comme contribuer largement au développement, bien sûr, et à l'épanouissement économique, social et bien sûr financier du couple. Et ceci va comme à l'avantage de ce couple qui est un tout petit peu à l'abri, bien sûr, de ces, en général, violences conjugales. On a parlé des sources, on a parlé des signes avant-coureurs, on a parlé aussi des manifestations. Maintenant, comme vous le savez, inévitablement, il faut qu'on parle des conséquences. Aussi pires et aussi graves qu'elles peuvent être, j'aimerais qu'on fasse un petit tour dans le monde des conséquences de cette violence-là. Et j'imagine que Dr. Kendi a une belle ébauche pour nous. Ça se peut, ça se peut.
Mais on Ben, n'a je pas suis écouté certain, je Agathe, suis hein. certain, je pense. Tu cèdes un petit peu dans ton... On n'a pas écouté Agathe tantôt, hein. Peut-être que Oui, tu veux non, oui, répondre. Ah, absolument. Avant qu'Aga ne réponde à la prochaine, j'allais lui demander d'abord de rebondir. Ben, si elle veut rebondir maintenant, Madame Janda, est-ce que vous pouvez rebondir à notre question, s'il vous plaît? Ben, je rigolais tout à l'heure quand le docteur Gou était en train de dire que dans une région, parce que dans mon pays, il y a aussi une région où quand l'homme ne tape pas, ne frappe pas sa femme, à ce moment, ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme en fait. Et la femme, ah ben oui, ben, même moi je connais. Ça m'a fait vraiment rigoler parce que dans mon pays, vraiment, c'est vraiment spécifique. Il y a des femmes qui aiment ça, il y a des hommes aussi qui aiment ça, voilà, quand ils tapent leur femme et après, directement, c'est l'amour après. Enfin, ils sont conçus, leur cerveau est conçu comme ça, leur façon d'être, ils sont conçus comme ça. Mais moi, je voulais prendre un exemple au niveau des manifestations qui commencent déjà par une violence voilà, verbale, hein. Un exemple, voilà, le mari rentre à la maison à 20 heures, il a l'habitude de rentrer à 20 heures, après il sort peut-être à 21 heures sans dire quoi que ce soit à sa femme, ou il dit j'arrive, après il rentre tard, ou alors il y a un souci à la maison, la femme l'appelle, ça commence au téléphone par des disputes, il revient à la maison, voilà, ça continue les disputes, et puis la femme aussi face à ce problème-là qui était à la maison, je ne sais pas, voilà, qui était important, lui dit au monsieur, donc ça part voilà, dans les disputes, et puis ça part avec des coups de poing, vraiment des coups de poing de manière à ce que, voilà, la femme sort avec même un œil poché ou un bleu ou un pied cassé, voilà. Voilà. Et là, comme on disait aussi, ça dépend des personnalités. Il y a aussi des personnes qui ont des colères froides, en fait. Vous ne savez pas vraiment ce qu'ils pensent au fond d'eux. Et les choses, voilà, leurs valeurs ne sont pas respectées, leurs besoins ne sont pas satisfaits, mais eux, ils gardent ça en eux. Donc, ce qui fait que du jour au lendemain, comme ça, vous le voyez réagir, ils cassent tout dans la maison, ils cassent tout, ils cassent tout, ils cassent tout. Donc, du coup, on essaie. Il peut même casser et que ça atteigne même, je ne sais pas, il peut casser même sur sa femme comme ça parce qu'il est dans une crise où, voilà, on rencontre par exemple ce genre de personnes, de femmes en coaching, on dit que je ne reconnais pas mon mari parce que vraiment, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a tout cassé, il a tout cassé. Et ça, vraiment, c'est aussi un autre signe de manifestation de la violence. Ceux qui sont introvertis et que du jour au lendemain, voilà, quand ça saute comme ça, comme une cocotte minute, et puis ils réagissent d'une manière violente dont on ne s'y attendait pas, en fait. Donc ça, ce sont les deux points que je voulais rajouter. Sinon, elles ont tout dit, vous avez tout dit. Donc, je ne vais pas encore m'éterniser dessus. Mais très souvent, c'est la violence verbale, ensuite la physique. Parfois aussi, ceux qui sont faibles, ils utilisent la psychologique, la violence psychologique, pour traiter l'autre pour une docteur, une teubeux, pour quelqu'un qui n'a pas la tête, en fait. Je vais donc reprendre la parole rapidement. Je salue notre partenaire et maître Mouvanira Serge du cabinet Bahati. Serge qui nous écoute, BMS qui nous écoute et qui a posé une question. Docteur Go, vous aurez le temps de répondre plus tard parce qu'on n'a plus trop de temps. C'est en ligne la question. J'aimerais donc poser une question à double volet parce qu'on n'a plus trop de temps qui nous est imparti. J'aimerais donc les deux volets. Ma question, c'est quelles sont les conséquences et puis comment éviter ou anticiper et éviter ces violences-là. Donc, j'aimerais qu'on soit un peu plus bref parce qu'on n'a plus que 15 minutes. Merci. Je vais essayer d'être brève. Okay. Alors, pour les conséquences, je vais peut-être les distinguer en conséquences individuelles, familiales, sociales, environnement, social, ça inclut l'environnement aussi. Donc, dans les conséquences individuelles, ça peut être on a déjà les conséquences psychologiques. Les conséquences psychologiques qui nous amènent déjà la maladie mentale. Donc, la personne peut avoir de graves séquelles psychologiques. Il y a tout un processus déjà neurobiologique qui se passe au niveau de la personne. Vous savez, quand une personne vous dit « Oh mon Dieu, pourquoi je n'ai pas dit ça ? Pourquoi, quand il m'a insulté, pourquoi je n'ai pas répondu ? Quand il m'a
quand cette situation est arrivée, pourquoi je n'ai pas posé tel geste ou telle action? Ben, en fait, c'est un processus neurobiologique qui fait que, comme si le cerveau figé, donc la personne est figée, donc elle ne peut pas répondre comme elle veut, mais après, quand l'information arrive au neurocortex, puis qu'elle est traitée, à ce moment-là, on se dit, ah, j'aurais dû faire ci, ça. Donc ça, c'est sur le plan individuel. Donc volet psychologique. Volet physique, on le connaît tous, c'est la maladie aussi physique, certaines maladies que les personnes dont les personnes peuvent en souffrir. Il y a le facteur aussi, mais ils sont tous concomitants, moi, à mon avis, parce que c'est comme un cercle vicieux. L'un engendre l'autre, etc. Donc, sur l'aspect familial, il y a aussi les dommages qu'on peut créer dans la santé psychologique des enfants quand il y a des enfants dans cette violence conjugale. Et ça crée un dysfonctionnement de la dynamique familiale qui, elle aussi, va engendrer des dégâts psychologiques, physiques, etc., mais aussi économiques, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est concomitant aussi, c'est aussi des dégâts sociaux. C'est pour ça que je dis que tous les facteurs sont concomitants. Ça coûte cher à la société, ça peut coûter cher au gouvernement, ça peut coûter cher. Pourquoi? Parce que la personne, elle tombe malade, elle a des séquelles psychologiques, il faut qu'elle aille voir un psychologue, il faut qu'elle aille voir le médecin, elle va tomber en congé de maladie, etc. Donc, là aussi, ça va vers l'aspect économique. Et donc, les conséquences peuvent vraiment être graves. Donc, il faut un petit peu sensibiliser et conscientiser les personnes parce qu'il y a des personnes qui vivent la violence et qui restent emprisonnés dedans juste parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont de l'aide ou juste parce qu'ils ont peur du jugement. Et puis là, on parle depuis peut-être 1h15 à peu près, mais à aucun moment on a dit le mot jugement. Mais en fait, il y a des personnes qui se sentent jugées là-dedans, donc ils n'en parlent pas et ils en souffrent au fond d'eux. Donc, il faudrait être à l'écoute des personnes, mais ça, pas seulement l'écoute qu'on connaît, que j'appellerais générale, mais l'écoute des signaux avant-coureurs, justement, avant que la violence ne soit là pour poser justement les bons gestes vis-à-vis des personnes. Et il faut aussi dénoncer. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas qu'ils peuvent dénoncer, donc ils restent emprisonnés dans ça. Ça, c'est un autre sujet encore, mais ils restent emprisonnés dans son petit cocon de violence. Donc, il faut toujours se poser la question, c'est quoi le bénéfice de la personne si elle reste emprisonnée alors qu'elle est en train de souffrir et ne pas encore une fois, tomber dans le jugement de la personne. Oui, elle a une faible personnalité. Oui, elle ne vaut rien. Oui, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Mais pourquoi tu subis? Il ne faut pas subir. Il ne faut pas. Tu ne dois pas, etc. Ça n'aide pas. Il faut juste être à l'écoute et voir c'est quoi le bénéfice de la personne parce qu'on ne vit pas à sa place. On n'est pas à sa place pour savoir ce dont elle souffre et pourquoi elle reste là. Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est sa santé? Est-ce que c'est juste justement une question familiale. Je veux pas que mes parents souffrent de ma séparation, de mon divorce, peu importe. Il y a tout un amalgame de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Donc, évitons le jugement et soyons à l'écoute, surtout les plans de l'écoute. Merci beaucoup. J'en ressors avec de tout ce laïus très intelligent qu'il faut vraiment être à l'écoute et puis ressentir les signes avant-coureurs. Je vais rebondir avec Madame Jean-Baptiste. Oui, en fait, comme conséquence de la violence en fait, sur la femme, parce qu'on l'a mentionné, hein, donc à plus de 80% des personnes victimes sont les femmes, ça amène en fait une sorte de brisement au niveau personnel. On l'a vu, comme ça vient dégrader l'estime de soi de la personne, de la femme, en fait complètement démunie. Et démunis vraiment dans le sens intérieur, au niveau vraiment émotionnel et autres, parce qu'on est comme dans une situation où notre réseau, des fois même notre propre réseau direct comme famille, amis qui sont proches, ne croient même pas ce qu'on dit. Alors, ne pas croire à la femme, ça c'est quelque chose qui est un enjeu majeur parce que ça vient, elle n'a plus confiance dans son réseau, elle n'a personne à qui se confier. Et ce qui fait en sorte, ça fait aussi une sorte de fossé, une sorte de clivage entre la femme qui est victime de violence conjugale et son réseau.
Donc là, elle se replie sur elle-même. Ben, qui dit repli, ben, pas de contact social, on est là et puis tout se passe dans la tête. Donc, ça amène beaucoup de blessures émotionnelles, en plus des blessures physiques que la personne peut avoir. Ça peut des fois juste amener jusqu'à la désorganisation. La personne sous le choc, elle va avoir, elle a en fait, elle n'est plus en mesure de s'organiser, donc elle devient désorganisée, qui peut être lié des fois à des problèmes de santé mentale, mais ça peut être juste le choc qui est trop intense aussi pour que son corps, son être, son psychologique en fait fait face. Donc, c'est comme s'il y a une sorte de défaillance de son système. Et puis, ça amène, en fait, au niveau de la désorganisation, tout l'aspect d'anxiété, d'angoisse que la personne peut vivre aussi. Nous, en fait, dans la Maison pour femmes immigrantes, on accompagne aussi des femmes immigrantes et des fois, on a des cas, des femmes qui ont des statuts précaires d'immigration, qui a juste un permis de travail, qui arrivent ici en situation de violence conjugale. Ben, écoute, c'est la fin. C'est comme si la personne ne voit même plus d'issue. Il n'y a plus, en fait, de possibilité de sauter parce qu'il n'y a rien devant. Donc, on fait quoi? On n'a pas de statut précaire. Si là, par exemple, monsieur, le conjoint avait entamé des démarches pour un parrainage, il peut se permettre de l'enlever avant qu'on avait. Maintenant, on a en fait l'occasion d'avoir le PST. Si la femme est victime de violence conjugale, elle peut avoir recours au permis de séjour temporaire qui est fourni pour femmes victimes de violences conjugales. Mais c'est une situation quand même qui amène beaucoup de tension, beaucoup en fait de vulnérabilité au niveau de la femme. Mais il y a tout l'aspect aussi perte d'emploi. Et souvent, la femme devient désorganisée, ça c'est une des choses. Mais comment gérer les rendez-vous entre le médecin, l'école, l'avocat, tout ça, ça crée une sorte, ça devient trop pour en fait la femme de gérer. Ça impacte son emploi, il n'est pas capable de se concentrer. Alors, quand Nadia disait justement ça coûte cher à la société, ça coûte énormément cher. Et c'est pour ça que je pense que les employeurs ont aussi leur part de responsabilité pour être sensibilisés, pour être comme des aviseurs dans leur milieu et pour pouvoir être là pour soutenir des femmes qui peuvent être victimes de violences conjugales dans leur milieu. Il y a tout l'aspect aussi dénoncé, mais il y a l'importance du réseau social, le réseau direct. Et souvent, c'est les gens de notre communauté qui nous empêchent même de nous libérer parce qu'ils ne nous croient pas. Et le fait qu'on ne croit pas, ben, ça ferme la porte. Donc, l'aspect de réseau social, c'est important vraiment pour trouver solution. Écoutez la femme. Si elle vous dit qu'elle vit des choses qui peuvent être en lien avec violence conjugale, même si ce n'est pas physique, vous ne voyez pas un bleu, mais prenez la peine de l'écouter. Ça fait toute une différence. Et je pense que le point majeur, c'est éduquer autrement. Éduquer autrement nos enfants, nos filles, nos garçons, pour qu'on puisse viser une société plus juste, plus égalitaire, plus équitable. Ça va faire toute la différence. Wow. Une société plus juste, plus égalitaire, plus équitable, c'est vraiment c'est ce vers quoi on devrait tendre. Et selon votre très belle analyse qui a quand même couvert plusieurs points, à savoir l'anxiété, l'angoisse, le traumatisme, le réseau social, tout ça, ça amène vraiment à comprendre l'importance aussi, comme vous l'avez dit, du réseau direct et du fait de pouvoir croire afin de parler, bien sûr, donner à la femme son estime de soi. Et quand on va parler d'estime de soi, c'est certain qu'on ne peut pas éviter de donner la parole à Mme Jeanne d'Arc qui, dans ses conférences, à travers, bien sûr, je dirais, des différents pays, elle parle de l'estime de soi. Mme Jeanne d'Arc, vous avez la parole. On va essayer. On a encore 6 minutes. Essayons d'être bref parce que vous aurez encore la parole chacun une fois. D'accord, merci, merci. En effet, les conséquences sont vraiment très, 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 très fortes au niveau de la femme qui perd vraiment l'amour de soi, voilà, la connaissance de soi. Elle oublie vraiment qui elle est. Elle oublie le bien qu'elle a pu produire auparavant. C'est les conséquences de la violence sur une femme. Faire en sorte qu'elle a une autre identité, en fait, parce qu'elle est dévalorisée. Parce qu'elle est dévalorisée. Cette femme qui a vécu dans une violence,
se retrouvent dans un système de peur. On va dans la peur, il y a l'angoisse, l'anxiété, tout ça, ce que ça mélange. Et nous savons très bien que toutes ces maladies d'anxiété, de peur, de toutes ces émotions-là qui créent l'anxiété, et puis ça crée des grosses maladies telles que le cancer, les ulcères. Donc, nous avons aussi au niveau de l'aspect extérieur de la femme, pour certaines femmes, ça leur fait prendre, ça leur dérègle, peut même avoir un dérèglement hormonal, le prise de poids. En fait, il y a beaucoup. Donc, l'aspect intérieur, l'aspect extérieur, quand une femme est dévalorisée, vraiment par des mots, il faut vraiment une reconstruction, un travail profond pour qu'elle reprenne vraiment confiance en elle. Et comme le disait aussi la collègue tout à l'heure, Muriel, il faut réellement que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on essaye déjà de corriger auprès de nous-mêmes et ensuite d'éduquer nos enfants en leur inculquant qu'ils ont de la valeur, qu'ils s'estiment, qu'ils restent au moins avec leur valeur, de croire en eux et que quoi qu'il en soit, il faut qu'ils croient en eux. C'est ça. Merci. La confiance en soi. La confiance en soi qui résume bien sûr vos conférences. Oui. Alors, on va rebondir avec Dr Gou et ensuite on prendra une dernière parole chacun pour dire un dernier mot et on pourra résumer tout ça et puis se quitter. Merci bien, Florent. Je pense qu'en termes de conséquences, la plupart des conséquences ont été citées par les intervenants. Peut-être deux éléments sur lesquels je voulais insister. Le premier, c'est un peu, on a parlé un peu des conséquences sur la personne qui subit les violences, mais un élément aussi qu'il faut souligner en termes de conséquences, c'est dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas en termes de conséquences, ce qu'on peut voir, c'est le foyer qui est brisé. La femme va décider de partir. Et le pire des cas, c'est ce qu'on appelle mort de courte maladie en Afrique. On a beaucoup de cas où on apprend que des gens sont morts de courte maladie. Ça peut être dû à des violences conjugales ou celui qui est brimé décide de passer à l'acte. Et donc, ça se voit aussi au Canada, aux États-Unis, en Europe. En Afrique, on appelle cela courte maladie. On ne sait pas bien pourquoi le mari qui battait sa femme n'a pas pu se réveiller le lendemain, il est décédé. Donc, ça, c'est le pire des cas. Et donc, c'est des conséquences pour lesquelles il faut être éveillé et pouvoir parler à cela. Le dernier élément en termes de conséquences que je voulais signaler, c'est un peu l'échec au niveau des enfants. Les enfants qui grandissent souvent dans des foyers où la violence conjugale est de mise ont de très faibles chances de réussir dans la vie. À l'école, ils ont une éducation qui ne se passe pas bien parce qu'il n'y a pas d'amour à la maison. Donc, les conséquences sont énormes sur les enfants. Donc, c'est des éléments assez importants qu'il faut regarder. En termes de solutions, rapidement, je pense qu'un homme ou une femme qui est violente dans un foyer, il y a de très faibles chances que la personne change. Donc, l'autre doit prendre l'initiative de quitter. Vraiment, c'est la première solution que je vois. Parce qu'on peut toujours dire qu'on va discuter et c'est toujours le même scénario. Si vous regardez un peu les 4 étapes de la violence conjugale, on finit toujours par la réconciliation, c'est sûr, tu m'excuses, des fleurs, des cadeaux pour pardonner. Et une fois qu'on pardonne, on laisse passer un petit moment et on reprend encore le cycle de la violence. Donc, la femme, si elle pense à l'avenir de ses enfants, elle doit quitter. Parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent que les femmes qui ont essayé de sauver ces mariages-là ont peut-être réussi à sauver le mariage parce qu'elles sont toujours mariées, mais la plupart des enfants, aucun n'a pu avoir un diplôme, n'a pu avoir un job, un travail décent. Donc, à un certain moment, il faut faire un choix entre un foyer où on est brimé et l'avenir de ses enfants. Et comme je l'ai dit, j'ai vu des cas assez palpants, des femmes qui ont décidé de rester dans le foyer et les enfants ont été sacrifiés, et des femmes qui ont décidé de partir et la plupart des enfants ont pu avoir une éducation décente et puis avoir un travail décent, construire aussi des foyers. Donc, première solution que moi je suggère en termes de violence, la femme doit quitter. S'il y a tout un aspect social qu'il faut mettre en place pour supporter la femme dès qu'elle quitte. Lorsqu'on est dans un foyer, pour éviter un peu ces histoires de violence conjugale, il y a un aspect important, c'est le respect de chaque partenaire.
L'homme et la femme doivent se respecter mutuellement. Cela veut dire qu'il faut se faire énormément de concessions. Lorsqu'on vit ensemble, on fait des concessions. On trouve souvent des consensus et non, ce n'est pas une partie qui a raison sur l'autre. Il faut avoir un consensus parce qu'on vit ensemble. Personne n'est Dieu le Père, on est tous des êtres humains. On est bon, on est mauvais, tous ensemble. On a raison quelquefois, on a tort quelquefois. Donc, il faut avoir un consensus et ne pas arriver à une situation où on dit non, c'est madame qui a raison, c'est monsieur qui a raison. Non, on est tous ensemble. Quand on se marie ou quand on vit en couple, on est un. D'après ce qu'on dit lorsqu'on se marie. Donc, on est un. Donc, on ne peut pas dissocier le un pour dire une moitié a raison, l'autre moitié a tort. Donc, c'est ce respect-là qu'il faut avoir. L'autre élément, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre. Il se peut qu'on ne comprenne pas peut-être les actions de l'autre, mais si l'autre agit pour le bien-être du couple, on doit faire confiance à un moment donné et essayer de le suivre, même si on ne comprend pas les actions. Et donc, c'est important, la confiance. Et le dernier élément, c'est l'ouverture. Okay? Vous savez qu'en général, nous, les hommes africains, on est taxés au Canada ou aux États-Unis d'être violents. Donc, si une femme dénonce un homme à la police disant qu'il est violent, automatiquement, on va passer 3 jours en prison. Et même quand vous allez dans les tribunaux, par défaut, l'homme est déjà condamné parce qu'on a cette culture de violence-là. Okay? Donc, l'ouverture qu'on doit avoir, c'est au niveau des hommes, d'être ouvert avec la nouvelle culture dans laquelle on est. Par exemple, en tant qu'homme, faire la vaisselle, ce n'est pas quelque chose que je ferais en Côte d'Ivoire, mais au Canada, je le fais facilement. Okay? De même, la femme doit aussi avoir une ouverture d'esprit pour dire qu'il y a des choses qu'elle ne faisait pas en Afrique, qu'elle doit faire dans le nouveau pays d'accueil. Donc, c'est un peu en termes de solution rapidement ce que je voulais dire. Alors, merci infiniment pour toute cette analyse et votre suggestion pour éviter, bien sûr, la violence. Je vais donc vous donner la parole une dernière fois pour que chacun ou chacune puisse donner son actualité ou alors pour un dernier mot. Essayons d'être le plus bref possible, s'il vous plaît, parce que là, on a vraiment fini, on a brûlé le temps. On est à 1 minute de plus que notre temps. Alors, on va commencer par Dr Nadia. Merci beaucoup, Nadia, d'être là. Alors, voilà, on va faire le tour rapidement. Le plus bref possible. Merci. Parfait. Merci encore, Florent, de nous avoir invités. Ça m'a permis de connaître de bonnes personnes sur le panel. Je suis contente de vous avoir connus. Merci beaucoup. Et je finirai justement par quelques suggestions, par quelques recommandations probablement. On a fait un petit peu le tour, mais les dames tout à l'heure parlaient des femmes, de ce que les femmes subissent. On sait que les hommes aussi. Mais on n'a pas parlé peut-être plus longuement des femmes qui se sentent coupables et puis qu'elles sentent que c'est de leur faute. Donc, disons-leur que ce n'est pas de leur faute, justement, pour qu'elles puissent justement briser l'emprise de ces violences, sachant les écouter sans les juger. Et quand je dis écouter, je rebondis sur le mot écouter. Écouter en leur laissant la parole, mais aussi écouter leur souffrance interne en identifiant justement ces souffrances internes. On pourrait créer des espaces de parole, justement, où les femmes puissent, où les gens qui sont violentés puissent s'exprimer entre eux. Et aussi, sachant mettre justement notre énergie là où il faut. J'ai parlé tout à l'heure du ciné dans le E de ego, donc le stress. Donc, laissons notre ego de côté, puis mettons l'énergie justement dans notre bien-être, le bien-être de notre famille, de nos enfants, plutôt que mettre le focus sur les chicanes, sur les petits malentendus, les conflits, puis que parfois ça dégénère justement. Donc voilà, sur une note positive, mettons l'énergie justement sur notre bien-être, le bien-être de tout le monde. Merci infiniment, Nadia. Merci beaucoup. Madame Jean-Baptiste. Merci pour l'invitation. Vraiment, un très bel après-midi avec tous les panélistes. C'était super agréable. Ce que je pourrais ajouter, en fait, comme mot de la fin, c'est dire, en tout cas, toute personne, que ce soit homme ou femme, qui aurait en fait écouté, qui était à l'écoute de cette rencontre cet après-midi, je veux leur dire qu'elles ont aussi un rôle à jouer parce qu'on est tous responsables. Nous sommes tous responsables en fait, d'être des personnes avisées. Si vous êtes témoin ou bien vous avez vu ou entendu ou bien une femme vous a parlé de sa situation, n'hésitez pas à lui référer. Il y a plusieurs maisons d'hébergement, il y a plusieurs services pour les femmes en fait, victimes de violences conjugales à Québec. N'hésitez pas à référer en fait, ces femmes-là en fait, à ces maisons-là. En le faisant, vous rendez service. Vous rendez service aussi aux enfants parce que l'enfant a besoin d'un espace
viable en fait pour vivre, un espace exempt de violence. Donc, non seulement vous contribuez au bien-être de la femme, éventuellement de sa famille, mais également des enfants. Et surtout, la Maison pour femmes immigrantes, on a des services à l'externe. Nous avons le service d'hébergement. Nous avons aussi le service à l'externe où la femme n'a pas forcément besoin de venir en hébergement, mais elle peut recevoir de l'écoute. On peut appeler aussi à la maison 88 652 9761. C'est vraiment un service gratuit et volontaire. Donc, il y a des intervenantes qui sont sur place que j'en profite pour remercier vraiment énormément de leur contribution auprès des femmes et des enfants qui sont victimes de violences. C'est un travail énorme qui est fait, et puis toutes mes collègues aussi. Et j'en profite également pour dire que essayons de préserver nos enfants parce que c'est eux autres la société de demain. Mais pour cela, nous avons chacun un rôle à jouer pour qu'on achemine vraiment vers une société plus égalitaire. Merci. Merci infiniment. Ouais, on a pu comprendre que Maison pour femmes immigrantes, c'est aussi un point de chute pour des femmes dans ce genre de situation, pour ceux qui l'ignoraient. Alors voilà, c'est dit. On va écouter Paris pour une dernière fois. Voilà, pour le mot de la fin, je dirais déjà merci à tous, merci Florent, à tous les panélistes. Pour le mot de la fin, pour ceux qui vont nous écouter, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des femmes qui étaient victimes, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont victimes, on ne le dit pas fort. Mais je voudrais dire à ceux-là que vous avez le droit si vous souffrez vraiment de la violence et que vous n'arrivez pas à parler, il ne faut pas rester seul. Plus vous restez seul, plus ça s'empire. Donc, ne restez pas seul. Donc, il faut parler au moins à une personne. Parler à une personne. Et vous avez aussi la possibilité de choisir votre vie. Soit vous choisissez de rester dans ce système-là, soit vous choisissez la vie en parlant, en appelant, comme le docteur a dit tout à l'heure, les services. Mais surtout, ne restez pas seul. Et vous avez besoin aussi d'un accompagnement. Parce que quand on est violent, ça veut dire qu'on est malade. Il faut soigner cette maladie-là. C'est comme des maladies, c'est une maladie, on va dire, c'est une maladie même de l'âme, je dirais, parce qu'il y a l'aspect psychologique, tout ce que ça comporte. Donc, c'est comme quand on se fait bobo au niveau de la main, on met le sparadrap et tout, on désinfecte. Vous avez besoin de vous soigner. Vous avez besoin d'un accompagnement. Parce que seul, on a beau prendre des résolutions, mais on n'y arrive pas. S'il vous plaît, vraiment, de grâce, celles qui vont écouter cette émission, prenez votre vie en main. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. On va finir, bien sûr, avec l'un de nos panélistes, et non le moindre, le seul homme parmi nous, messieurs. Docteur Gourou. Merci de m'avoir invité. J'avais auparavant assez peur de me mettre au milieu des dames, mais je pense que c'est toujours une bonne expérience. Et j'ai appris. Donc, je voulais terminer rapidement par rappeler un proverbe martiniquais que j'ai dans la tête depuis un certain moment. Ok, je sais pas bien, je me souviens pas bien exactement ce qu'il dit, mais l'idée de ce proverbe, c'est de dire que lorsqu'un bout de bois t'appartient, la rivière le ramènera toujours vers toi. Ok, donc pour dire que il ne faut pas que quelqu'un se sente obligé de rester dans un couple qui ne fonctionne pas. Il faut dire, c'est ma vie, c'est la fin, il faut que j'ai cela. C'est un peu ça la source de toutes les violences conjugales qu'on a. Quand on pense que l'endroit où je suis est le seul endroit où je peux m'exprimer. Donc, ce que moi je dirais pour le mot de fin, c'est éducation. Il faut éduquer les partenaires, les femmes qui sont les plus victimes, de sorte que s'il y a un couple qui ne marche pas, si ça ne marche pas avec le partenaire, elles puissent sortir de ce couple et s'assumer économiquement, financièrement et sur le plan social. Et donc, pour moi, il faut éduquer d'abord les petites filles, mais pour les gens qui sont déjà en couple, il est important de pouvoir faire comprendre qu'il existe d'autres options hors du couple qui est violent. Parce qu'à la fin de la violence, c'est peut-être un meurtre qui va arriver, une sous-estimation de soi, ainsi de suite. Donc, il est important de voir qu'il y a d'autres options hors du couple violent qui sont bénéfiques pour les enfants. Donc, il ne faut pas hésiter, si on est dans un couple violent, de pouvoir faire le saut et se donner les moyens de réussir quand on fait ce saut-là. Merci. Merci infiniment, Dr. Gourou. Merci vraiment à vous.
Merci pour toutes ces belles paroles. Et puis, j'aimerais remercier les centaines de personnes, milliers de personnes qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter après la fin de notre émission. Et puis, j'aimerais remercier aussi, comme vous le savez, mes partenaires. Je pense à la Calebasse, à Djangui, le grand commerce africain en ligne basé à Toronto. Je pense à notre président d'honneur, l'avocat international Jean Harvey. J'aimerais Jean-Stéphane Harvey, bien sûr. Et puis, j'aimerais, oui, j'ai dit Jean tout à l'heure, c'est Stéphane Harvey. J'aimerais aussi remercier Tristan, qui est aussi partenaire avec nous, et le Concorde, et toute l'équipe de Diaspora Interaction, l'équipe exécutive. J'aimerais les remercier. Je remercie tous ceux qui nous écoutent. Et je vous rappelle qu'il y a un tournoi qui va se passer à Québec le 8 août, organisé par le COSIC, un tournoi autour duquel il y aura des barbecues, plusieurs équipes qui viendront jouer du soccer. Donc, si vous voulez un peu vous détendre, si vous voulez vous amuser, ne manquez pas le 8, samedi le 8, ça sera au stade de Chevaux, bien sûr. Et maintenant, pour la conclusion, chers amis, je vais dire merci infiniment à Dr. Kendall. Nadia, tu sais, hein? Merci. C'était formidable. Merci infiniment. Je veux dire à Muriel, ça fait un moment qu'on essaie de se prendre et ça ne marche pas. Cette fois, ça a marché et ça a super bien marché. Merci infiniment. Et bien sûr, la Maison pour les femmes immigrantes ont fait un bon choix en prenant, bien sûr, au niveau de la coordination. Quant à la France, avec qui nous avons collaboré, discuté sans voyager, Jeanne Agathe, merci infiniment. Dr. Go, on se retrouve pour d'autres émissions comme d'habitude. Quant à vous, chers téléspectateurs, web spectateurs, merci infiniment d'accompagner Diaspora Interaction dans notre mission. On ne fait que commencer. Dimanche prochain, samedi ou dimanche, vous aurez des informations. Une autre émission qui portera sur la délinquance et la violence chez les jeunes. Donc, ne manquez pas ça. On ira comme ça tous ensemble pour mettre la lumière sur des problèmes sociaux que nous rencontrons et trouver des solutions pour éviter. Quant à moi et à toute l'équipe, nous avons un seul mot à dire. La violence, c'est non, non, non et non. Il n'y a aucune raison, aucune façon. C'est inexplicable, intolérable, injustifiable, inacceptable, impardonnable et inavouable. Donc, tout ce que nous voulons vous dire, c'est que la violence, essayons de l'éviter. Donc, sur ces bons mots, je pense que je vais vous demander la permission de mettre une petite musique de fin. Et ensuite, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et je pense que oui, dimanche, c'est dimanche ou samedi, Muriel, qui a une marche contre la violence. C'est mardi et samedi, c'est le 19, je crois. OK, samedi le 18, ne manquez pas la marche contre le racisme. Ouais. Le racisme contre le racisme raciale et religieuse. Voilà, merci. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très vite. On peut se dire au revoir. Bye. Bye.